si on en parlait, parlons donc aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée des classes. Comment redonner goût aux élèves? C'est une question qui préoccupe bon nombre de parents d'élèves. Et nous en avons sur ce plateau qui vont mener le débat avec nous, histoire de voir comment est-ce qu'il faut encourager nos apprenants à aller à l'école. Et pour ce, j'ai sur ce plateau Madame Léonie Migan, elle est enseignante. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être avec nous. C'est tout le plaisir. Et la rentrée des classes, elle se passe bien à votre niveau? Ça va très bien. Merci beaucoup. Et avec vous, nous avons le président de l'association des parents d'élèves d'une école. Il s'agit de monsieur Epiphane Azon. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et les apprenants, je vais dire, Bon, ils vont bien? Ça va. Tout le monde se porte bien? Oui, tout le monde se porte bien. L'école se porte bien? L'école également. L'école également est obligée de se porter bien. En tout cas, on aurait compris. Et au téléphone, nous allons recevoir un psychopédagogue. Il s'agit de Madame Béatrice Menoubo. Elle va essayer de nous donner son point de vue sur la question, mais déjà sur ce plateau. Madame Léonie Migan, vous êtes enseignante. Dites-nous un peu comment ça se passe, cette rentrée des classes chez vous. Merci madame la journaliste. Merci pour le plaisir d'intervenir sur ce plateau au sujet de l'éducation. Plaisir partagé. Je suis, comme vous m'avez présenté, madame Léonie Migan, et je suis professeure certifiée de mathématiques de la République du Bénin. C'est une matière, quand on dit mathématiques, tout le monde écarquille les yeux d'abord. Hein? Et pourtant, c'est quelque chose de très banal, comme j'ai l'habitude de le dire à mes élèves. Quelle que soit la classe, quelle que soit la série, je dis les mathématiques, c'est comme un jeu. Bon, comme le thème n'est pas mathématiques ce matin, et parlons en général de la rentrée scolaire. Ouais. La rentrée scolaire a commencé le lundi passé, lundi surpassé, parce que nous sommes le mardi aujourd'hui. Donc le lundi 28 septembre pour être précis. Et ça s'est bien passé, en tout cas là où moi je suis, ça s'est bien passé. Et tout naturellement, moi-même, je me suis portée sur les lieux. Et comme c'est la rentrée, j'ai commencé la rentrée. Parce que... Qu'est-ce que vous mettez dans « j'ai commencé la rentrée » ? C'est pour dire que vous avez commencé les cours, c'est ça? J'ai commencé les cours. Lorsque moi je vais le premier jour, si j'ai cours le premier jour, je fais cours en même temps. Mais bien sûr, il faut passer par la prise de contact et le contrat didactique qui est très important. C'est une phase à ne jamais louper. Elle peut durer, c'est variable, ça dépend de l'atmosphère qui prévaut dans la classe. 45 minutes à 1 heure de temps, ce n'est pas une perte de temps parce que c'est ce jour-là que tout se dessine. Si tu rates ce jour, c'est que tu as tout raté. Parce que nous sommes avec les enfants et les enfants nous observent, nous les professeurs. Si tu t'y prends très mal, c'est mal parti pour l'année. Si tu t'y prends bien, alors tu auras une année réussie. C'est ça. Oui. Est-ce que, a priori, de vos premières observations depuis lundi, je vais dire 28 septembre déjà, est-ce que vous avez eu comme impression que les apprenants ont de difficultés à se réadapter au système scolaire? Bon, peut-être que j'en sais rien, peut-être que c'est moi, ma manière d'y prendre qui a fait que je n'ai pas trouvé de difficultés. Bon, peut-être par expérience aussi. Ouais. Je n'ai pas trouvé de difficultés en ce qui concerne mes élèves. Le lundi 28, j'ai fait 2 classes. J'ai fait 2 classes, une classe du second cycle d'abord et puis une classe du premier cycle. Je pense que les 2 classes-là, l'atmosphère était bon enfant parce que je leur dis que les vacances sont terminées. Et pour ceux qui ne sont pas allés à l'examen, c'est-à-dire qui viennent des classes intermédiaires, ils ont eu 3 mois, parce qu'ils sont restés à la maison juillet, août, septembre, puisqu'on a commencé le 28 septembre. Donc ça fait 3 mois, c'est largement suffisant pour être requinqué et bien commencer la rentrée, les cours. Mais quant à ceux qui ont passé l'examen et puis malheureusement ne l'ont pas eu, ou bien qui l'ont passé, je veux parler des élèves de 3e, de 3e qui ont repris, par exemple. Bon, eux aussi, c'est vrai, ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas rien non plus. Parce qu'ils sont allés jusqu'au, disons, pour le bac août.
c'est en août qu'on a délibéré, on les a libérés 1 mois et demi. Bon, ce n'est pas trop suffisant. Bon, ils n'ont qu'à faire avec. A priori, chez vous, il n'y a pas eu assez de difficultés au niveau des apprenants? Non, ben moi, je n'ai pas senti de difficulté. Enfin, moi, je les ai mis, c'est pas dans le bain, quoi, déjà la reprise des cours. Ça dépend des mots que tu places. C'est ça. Alors, monsieur Epiphane Azon, hein, tout n'est pas rose comme chez Madame Léonie Mégan. Tous les enfants n'adhèrent pas justement à cette reprise des classes comme chez Madame Mégan. Il y en a qui ont de difficultés à s'adapter à nouveau à ce système scolaire puisqu'ils ont eu, comme elle a dit, 3 mois pratiquement de vacances. Et donc, c'est une grande période d'attente. Et c'est la reprise. Est-ce que vous, en tant que président de parents, d'association de parents d'élèves, vous avez des dispositions justement en cette rentrée pour accompagner les enfants dans ce sens? Bon, les dispositions, c'est déjà depuis la maison. Depuis la maison que chaque parent doit communiquer avec son enfant, le sensibiliser pour que réellement il reprenne. Puisqu'il est question de reprendre et personne ne doit être laissé en rade, Bien sûr. de manière volontaire ou de manière involontaire. Donc, la reprise a eu lieu le lundi passé et tous les enfants, quand même, de mon point de vue et avec tout ce que j'ai eu comme information dans les autres départements, tous les enfants se sont pointés à l'école. Mais est-ce que, en tant que président d'association de parents d'élèves, dans votre école où justement vous intervenez en tant que président, est-ce que vous avez eu des activités a priori pour prendre contact avec les enfants? Comment ça s'est passé la rentrée à votre niveau? Bon, les activités parentales. Ouais, parentales et aussi en tant que président d'une organisation. Il doit avoir des dispositions normalement pour accueillir les enfants. C'est quand même 3 mois passés. Bon, à l'école, je crois que les dispositions, c'est l'administration qui le plus s'en occupe. Okay. Mais c'est déjà à la maison que la sensibilisation, la communication avec les enfants pour qu'ils sentent que c'est fini les périodes de divertissement et qu'ils doivent reprendre les classes. C'est depuis la maison que ça se passe. D'accord. Donc, les enfants ont repris. Madame Léonie Mégan, est-ce que dans votre école, la direction a pris des dispositions pour quand même encadrer cette reprise des enfants en dehors de ce que vous avez déjà installé comme climat de confiance avec les enfants? Est-ce que l'école elle-même a pris des dispositions pour encadrer les enfants? Oui, tout à fait. Le 28, la rentrée. Le 21, c'était la pré-rentrée. Donc déjà, la pré-rentrée, tout était déjà prêt. Bon. Disposition prise pour nous, les enseignants, c'est les emplois du temps. Parce que s'il n'y a pas emploi du temps, il n'y a pas cours. C'est ça. Voilà, donc les emplois du temps étaient disponibles, prêts. Et les salles de classe étaient déjà là, bien apprêtées pour recevoir aussi bien les élèves que nous, les enseignants. Dispositif de lavage d'eau, tout était là. Et la maison était balayée. Avant, bon, comme il y a des arbres, bon, des feuilles sont tombées. Et donc, les surveillants, ils s'en chargent. Enfin, ils se sont chargés de cela avec les apprenants. Puis, bon, ben, c'était bien. Enfin, toutes les dispositions étaient prises. Vous avez évoqué un aspect dispositif de lavage des mains, ce qui nous renvoie justement à cette situation sanitaire qu'est la COVID-19. Est-ce que vous pensez, parce que notre observation dans quelques établissements, quand nous avons fait le tour, il y a des enfants qui se disent, est-ce qu'avec ce climat de méfiance en matière de santé, est-ce qu'il faut reprendre, s'il ne faut pas reprendre, ça dérange quelques apprenants? Est-ce que c'est de même chez vous? Non, mais puisque après les congés de Covid, où nous avons repris le 11 mai, si mes souvenirs sont bons, et on les a conduits jusqu'aux vacances, bon, donc ils avaient déjà pris le pli de s'approprier cette manière de vivre désormais. Bon, je dis désormais en griffe, parce qu'il faudrait que Covid s'en aille pour que vraiment on reprenne, on soit libéré, quoi. C'est une contrainte. Donc, ils sont déjà habitués. Moi, je pense, c'est vrai, ce n'est pas facile. Nous continuons, même nous, les enseignants aussi, nous faisons violence sur nous-mêmes. Ce n'est pas facile de mettre le cache-nez tout le temps, se laver. Se laver, c'est bien, c'est hygiénique. Mais le cache-nez, ça
ça embête par moments, puisque lorsque nous respirons, nous rejetons du gaz carbonique. Et si on ne fait pas coulisser un peu, c'est pas le cache-nez, on inhale le gaz carbonique. Et si on doit rester scrupuleusement avec le cache-nez, bon, on peut tomber en syncope. Il y en a qui ont évoqué également la question du décalage dans le calendrier scolaire. Il y en a qui n'arrivent pas à s'adapter à ce nouveau calendrier scolaire, c'est-à-dire il y en a qui ont eu 2 semaines de pause, il y en a qui ont eu 3 mois. Bref, ça joue un peu sur les élèves quand nous avons fait un peu le tour. Oui, comme je l'ai dit à l'entame, c'est une question d'adaptation. Tout le monde ne peut pas être, comment je vais dire, conduit de la même façon. Le mot ne me vient pas. Tout le monde ne peut pas être vivre selon une même... ne peut pas avoir la même appréhension. Voilà, la même appréhension. Donc voilà, comme je l'ai dit à l'entame, il va falloir qu'ils s'adaptent et puis ça y est. Ceux qui sont allés à l'examen, ils en ont moins. Les autres en ont plus, etc. Tout est mental. Et il faudrait qu'ils questionnent leur mental et qu'ils se disent que la rentrée a commencé. Violence sur eux-mêmes et puis... On dit à corps vaillant, rien d'impossible. Si vraiment ils le veulent, ça ira. D'accord, monsieur. Et nous sommes là pour les accompagner. D'accord. Nous allons vous demander tout à l'heure, qu'est-ce que vous-même vous pensez faire à votre niveau, justement, pour accompagner ces enfants. Monsieur Azon, je abondis en même temps sur les questions. Vous, en tant que président de parents d'élèves, puisque vous avez l'habitude de gérer les difficultés des enfants, c'est pour cela qu'on a siégé un bureau de parents d'élèves. Voilà la situation. C'est vrai, il y a eu la situation sanitaire qui n'est pas, quand même, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est déjà là. Mais néanmoins, il y en a qui, même certains parents de réticence à envoyer les enfants à l'école, puisqu'il s'agit d'une masse. Oui, certains parents continuent d'être réticents, mais il vaut mieux pour eux d'envoyer les enfants à l'école et de les sensibiliser pour respecter les mesures barrières. Et puis c'est ça, parce que ça s'impose à nous le temps que ça va durer, cette pandémie. Alors il vaut mieux faire avec au lieu de dire, bon, écoute, ou alors ils attendent que la pandémie disparaisse et nous savons quand est-ce que ça va prendre fin. Ils attendent ça pour envoyer leurs enfants à l'école. Eux-mêmes, ils vont quand même au service. Donc je crois que c'est... Vous savez qu'il y a, par exemple, après l'obtention du baccalauréat, il y a ce comité qu'on appelle comité d'orientation scolaire. Est-ce que c'est le moment aussi de penser à des comités d'orientation scolaire pour quand même suivre un peu ces élèves-là qui ont de difficultés à se réadapter au système scolaire? Oui, qui ont de difficultés à se réadapter ou alors ils sont restés à la maison ou ils sont à l'école. Et s'ils sont à l'école, l'administration et le bureau des parents d'élèves doivent conjuguer leurs efforts pour sensibiliser. C'est le cas. Mais déjà à la maison, la sensibilisation commence depuis la maison. En quoi faisant par exemple? Parce que oui, en disant à son enfant, bon, écoute, tu vas reprendre, la reprise est annoncée, tu vas reprendre, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut toujours avoir ton cache-nez. Et il ne faut pas que le parent attende que ce soit l'État qui fournisse toujours les cache-nez. Déjà, il faut se prémunir, il faut prémunir les enfants de cet outil indispensable-là. Et puis, le lavage de mains, il faut demander à l'enfant d'arriver à l'école à tout instant. C'est-à-dire, tant que tu penses que tu es souillé, il faut te laver les mains. D'accord. Madame Léonie Migan, nous savons que l'année scolaire est une continuité. Il n'y a pas que, bon, le premier trimestre, je n'ai pas travaillé, donc je vais rattraper au second trimestre. Ça peut vite jouer sur le résultat de l'enfant. Mais déjà, si l'enfant a de réticence à s'adapter, est-ce que plus tard, ça ne va pas causer de problèmes dans le parcours de son année scolaire? S'adapter, je n'ai pas bien compris ce que vous... Enfin, est-ce que vous mettez... Il y en a qui, par exemple, actuellement ont des difficultés à intégrer réellement les salles de classe, c'est-à-dire à venir suivre le professeur, à avoir tout leur sens, leur écoute avec ce professeur-là, sachant bien que les cours qu'on est en train de dispenser maintenant comptent également pour les évaluations tout au long de l'année. Et donc, si l'enfant ne s'y prend pas tôt,
c'est clair que ça va jouer sur ces résultats. Oui, c'est très important. Ça fait toujours partie des dispositions à prendre. Ça fait partie du contrat didactique. En tout cas, pour ce qui me concerne, je mets tout cela dans le contrat didactique. Bon, c'est vrai que dès la reprise, tout le monde n'est pas là. Il y a certains enfants qui traînent encore le pas. Des fois, c'est imputable à eux-mêmes. Des fois, c'est imputable aux parents qui n'ont pas su prendre les dispositions idoines pour que la rentrée leur soit effective le premier jour de la rentrée. Mais nous, les enseignants, nous sommes dans notre rôle. Pendant un mois, moi, je pense qu'il faut quand même répéter tout ce qui a été dit le premier jour, autant que faire se peut, pour que ceux-là qui n'étaient pas là le premier jour puissent savoir, c'est pas la conduite ou les conduites à tenir pour une très bonne année scolaire. Pour ce qui me concerne, moi, je leur dis que le premier jour, c'est déjà c'est la rentrée. Donc, il ne faut pas attendre 3 mois avant de se mettre à la tâche. Tout au début, tout se dessine. Et je mets un accent particulier pour les classes d'examen parce que j'en ai aussi. Et eux, là, ils doivent encore se lever très tôt parce que ce n'est pas à quelques mois qu'il faut dire, comme la plupart des enfants d'aujourd'hui, papa, maman, bon, je ne comprends pas, je veux un répétiteur parce que c'est une danse que les enfants jouent aujourd'hui, danse de répétiteur. Nous, en notre temps, il n'y avait pas de répétiteur, on se prenait en charge. Donc, si vraiment ils suivent les conseils des professeurs dès le début, ils n'auront pas besoin de répétiteur. Bon, peut-être un coup de main un peu avant les examens, et puis, je ne sais pas, ça va marcher. Donc, pour me résumer de ce point de vue, les élèves doivent savoir que l'année, c'est depuis la rentrée. Les bonnes conduites, être régulier au cours, être attentif au cours, participer au cours. Je leur dis, on apprend son cours à au moins 75%. Un élève qui suit bien son cours en classe, il apprend à 75%. Je dis au moins, ça veut dire qu'il peut l'apprendre à 100%, quitte à ce qu'arriver à la maison, il n'a plus grand-chose à faire. Donc, et arriver à la maison, avant de revenir à un autre cours, il faut apprendre ce dernier pour pouvoir suivre la suite. Mais est-ce que quand vous êtes en salle avec les élèves, vous arrivez à détecter ceux-là qui ont de ces problèmes, par exemple? Absolument. Bon, peut-être pas expérience, je le dis toujours. Et si mes jeunes collègues n'ont pas encore ce tact, c'est à eux-mêmes de suivre de très près les enfants. Bon, à l'école normale où on a été formé, bon, il y a un certain nombre de choses qu'on nous a dit. À suivre les enfants, les regarder de très près, les désigner même s'ils ne veulent pas parler. Ce qu'il ne faudrait pas qu'on donne la parole aux mêmes élèves. Désigner ceux-là qui ne veulent pas intervenir, c'est en intervenant que le professeur saura si cet élève n'a pas de problème. Donc, à travers cela, bon, on détecte certains malaises au niveau de certains élèves. Et on y remédie. Moi, j'en ai connu des cas où des fois, j'appelle des élèves en apartheid parce que ce n'est pas trop bon de poser toutes les questions en plénière. Donc, tu les appelles en apartheid et puis, s'ils veulent, ils se confient à toi. Bon, s'ils ne veulent pas, tu leur demandes de se confier à une personne en qui ils ont confiance. Et puis, ça y est. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Azon Epiphane, votre rôle, c'est de jouer cette liaison-là entre l'école et l'apprenant. Et vous, en tant que président d'association de parents d'élèves, comment est-ce que vous arrivez à gérer ces cas si on vous les présente? Parce que quoi qu'on dise, il y en a. À chaque rentrée, il y en a qui sont réticents à vraiment s'adapter au cours. Et plus tard, ça joue sur leur, leur parcours scolaire. C'est maintenant, il faut s'y prendre. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau réellement? Oui, mais lorsque on est informé, bon là c'est l'administration ou le professeur qui le constate et nous informe. Et nous prenons contact avec le parent. Avec le parent? Avec le parent. Ah, oui, et non l'apprenant? Avec le parent. Avec le parent et si possible en présence de l'apprenant. D'accord. Pour savoir comment est-ce que l'apprenant s'y prend à la maison pour étudier, répéter ses cours, voir là où il a des lacunes et à qui il en parle, ainsi de suite. Et vos prérogatives vous donnent la possibilité d'agir jusqu'à quel niveau? Non. On discute avec le parent et
on joue la liaison entre le parent et l'administration. Bon, c'est l'administration qui prend la suite maintenant pour voir le professeur et qu'est-ce qu'il doit faire avec cet enfant-là, ou bien qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire avec cet enfant pour qu'il prenne le pli. D'accord. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les professeurs eux-mêmes aussi, comme vous êtes sûrement d'une certaine époque, vous avez votre expérience, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il faut également penser au fait que les professeurs doivent avoir au-delà de la qualité d'enseignants, je vais dire des accompagnateurs, des mini-psychologues pour détecter un tant soit peu les problèmes des enfants? Oui, bien sûr, nous sommes des enseignants, nous sommes des éducateurs, éducatrices, nous sommes aussi des psychologues sans avoir fait une étude en psychologie. Ça s'apprend aussi sur le terrain. Bon, ce serait, c'est pas bienvenu s'il y a des psychologues, mais je pense qu'il y a des écoles privées qui ont un psychologue et qui vient de temps en temps entretenir certains enfants, enfin les enfants en général d'abord, et certains enfants qui ont de certains problèmes et les accompagnent. D'accord. Je vais dire ça, c'est des écoles privées. Publiques, je n'en connais pas. Vous n'en connaissez pas. Nous allons écouter quelques intervenants rencontrés dans la ville de Cotonou sur la question, savoir comment est-ce qu'il faut inciter les enfants à reprendre, à se réadapter à cette rentrée scolaire. On les écoute au micro de Rougan Victoire. Je n'ai pas eu cette chance d'avoir des petits frères, mais néanmoins, je vis avec des neveux et des petits cousins à la maison. Ce que je remarque, c'est qu'ils ne sont pas tout de suite, ils ne sont pas encore plongés, ils ne sont pas encore dans la fièvre de la rentrée. Ils ont toujours la tête dans les vacances, ils s'amusent un peu. Il y en a même qui se donnent encore la permission de regarder la télé. Or, c'est proscrit quand même quand la rentrée démarre chez nous. En ce temps-là, quand j'étais sur les bancs, et j'étais dans une école catholique, et bien avant le démarrage de la rentrée, il y avait, disons à 2 semaines avant la rentrée, il y avait la pré-rentrée. Et tout juste, durant la pré-rentrée, on connaît nos professeurs principaux, on prend l'emploi du temps. Donc, lorsque la rentrée commence solennellement, on débute en même temps avec les cours. Mais avec le temps, on finit par s'adapter. Chez moi, l'apprentissage de la rentrée a commencé avec les enfants. Et cet apprentissage consiste à leur prodiguer des conseils, à les mettre dans les cahiers, à leur déconseiller les habitudes des vacances qui consistent à regarder trop la télé, qui consistent à s'adonner trop aux jouets ou d'autres jeux qui ne sont pas nécessairement instructifs pour cette circonstance. C'est quelque chose qui va venir, qui ne peut pas être brusque. Ça va venir petit à petit. Je pense qu'il faudra du temps pour qu'ils se réadaptent. Déjà parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour les vacances. Et ils ont repris, je pense, 2-3 semaines juste après, je sais pas, ils ont eu à peine 2-3 semaines de pause. Donc je pense que ça va se faire progressivement. Mais non, si les parents doivent faire quelque chose pour aider ces enfants-là, je pense déjà qu'ils doivent avoir de la disponibilité et trouver de petites stratégies. Le tout ne suffit pas de leur dire allez prendre vos cahiers, faites vos exercices, apprenez vos leçons. Non, il faut les amener tout doux. Vous savez, quand vous avez des enfants, il y a des enfants plus intelligents, plus dynamiques, plus vifs, ainsi de suite. Et ceux qui sont plus vifs ont déjà commencé à prendre le plan. Par contre, il y en a qui sont timides aussi, liés à leur, ce n'est pas nécessairement qui sont fainéants, mais liés à leur développement psychomoteur. Donc, c'est ce qui est en train de se passer actuellement chez moi. Et en tant que parent, on prend toute la responsabilité pour que l'éducation soit bien assurée et en collaboration avec les enseignants. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement les enseignants. L'éducation part de la maison, arrive dans les rues et jusqu'à l'école. Je vais proposer aux parents de demander à leurs enfants de planifier un programme qu'ils vont suivre parce qu'ils ne peuvent pas se jeter sur le cahier n'importe où et n'importe comment. Il faudrait qu'ils suivent un programme. À telle heure, je serai en train de faire ci, à telle heure, je ferai ci, à telle heure, je ferai ça. La stratégie, ça marche puisque une semaine avant, le travail de les mettre dans cette stratégie-là qui consiste à les priver un peu de liberté pour leur bonheur a commencé et
Et comme je disais tout à l'heure, les enfants ont compris que c'est dans leur intérêt que les parents ne sont pas rigueux, les parents ne sont pas méchants, les parents ne sont pas sévères, mais pour nous aider à rentrer dans la définition de notre avenir, il nous faut faire ce sacrifice-là. Donc il y a des enfants qui ont compris. Vous savez, comme le dit souvent la Bible, la verge est attachée au cœur de l'enfant et c'est la verge. Donc il faut un peu de temps en temps de fermeté à l'égard de certains enfants pour qu'ils rentrent dans les rangs. Et on essaye de jouer la carotte et le bâton, c'est-à-dire la douceur et la fermeté qui sont des valeurs qui sous-tendent l'éducation en fait. Et voilà donc quelques réactions de nos concitoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. C'était plutôt la Voix Pop réalisée par Eros Danondé. Et voilà, donc vous avez écouté, c'est un ensemble d'aspects à prendre en compte. Il y a le fait que les élèves n'ont pas encore digéré la fin de la période des vacances. Il y a le fait que les parents doivent mieux les accompagner. Il y a tout un tas d'aspects qui ont été évoqués dans cette Voix Pop-là. Madame Migan. Oui, j'ai suivi ce pop. C'est vrai, la réposition est pédagogique et je pense que ce n'est pas superflu de faire toucher du doigt à nos apprenants qui sont nos enfants, c'est pas de se départir des vieilles habitudes, bon pas des vieilles habitudes, les habitudes des vacances. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils faisaient pendant les vacances, pendant l'année scolaire. Ça ne rime pas. Donc, les parents sont dans leur rôle. Oui. Nous aussi, les enseignants, qui sommes aussi les parents, nous sommes dans nos rôles. Et je pense que les deux conjugués, nous y parviendrons. D'accord. Monsieur Azon, les parents d'élèves ont été vraiment indexés. Le grand boulot, le grand travail revient justement aux parents d'élèves depuis la maison, même avant la rentrée des classes. Oui, ça je crois que je l'ai dit tout à l'heure, en amont, les parents ont un grand rôle à jouer dans la reprise des classes de leurs enfants. Ils ont un grand rôle à jouer dans la sensibilisation et il faut qu'ils aient, une fille l'a dit tout à l'heure, il faut qu'ils aient de la disponibilité pour suivre les enfants parce que c'est de leur devenir il s'agit. D'accord. Donc les parents doivent avoir de la disponibilité pour suivre au quotidien les enfants, voir ce qu'ils font, arriver à la maison, voir ce qu'ils font et les aider à établir un emploi du temps. Pas tout le temps à la télé, pas tout le temps en train de faire les travaux domestiques. Oui, nous allons revenir tout à l'heure sur ce plateau, mais en attendant, nous allons établir la liaison avec notre psychopédagogue déjà en ligne. Bonjour, Madame Béatrice Koumenoubo. Bonjour, Madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et cette période de la rentrée des classes? Bon, la période se passe bien, ça a bien démarré. J'espère que vous avez aussi des enfants qui ont démarré. Allô? J'espère que vous avez aussi des enfants qui ont démarré l'année scolaire. Oh, bien sûr, en famille, nous avons des enfants. Ça a bien démarré. C'est vrai qu'avec le contexte du Covid-19, c'est un peu particulier. Il faut pouvoir leur expliquer les mesures. Il faut s'adapter. Et prendre des dispositions avec eux. Se rendre dans leurs écoles pour être sûr que l'école a mis tout en place pour le respect des gestes barrières. C'est un contexte un peu particulier, mais je pense que comme le Covid n'a pas démarré maintenant, c'est depuis quelques mois, on a pris le temps également de... Justement, je vais rester avec votre chute là et vous demander en cette période de Covid, par exemple, comment est-ce qu'il faut aborder l'année scolaire? Je veux parler sur le plan psychologique, mais également sur le plan psychique, pour que l'enfant soit dans son assiette une fois dans son école. Et je pense qu'il faut beaucoup parler avec les enfants. Il faut les faire asseoir. Les enfants même sont très intelligents et ils savent déjà ce que c'est que le Covid. Parce que dans certaines écoles, les enseignants leur ont parlé du Covid. Je pense qu'il y a un travail qui a été déjà fait dans les écoles. Peut-être pas dans toutes les écoles, mais je pense que ça a été fait dans certaines écoles quand même. Et en dehors de ça, même dans certaines écoles, ils ont fait des sketchs pour mieux faire passer le message. Et donc, les enfants même savent aujourd'hui ce que c'est que le Covid. Et donc, la période de vacances, on va dire de pré-vacances, c'est une courte période qu'ils ont eu avant la reprise, qui a encore débouché sur une autre reprise maintenant. C'est une période au cours de laquelle
normalement, les parents auraient pu profiter de cette période pour beaucoup parler avec eux. Et maintenant, bon, ça devait être plus facile de les préparer encore une fois psychologiquement, qu'ils veulent aborder la rentrée, leur parler du Covid, du contexte et tout. Donc, je pense que ça n'a pas été très difficile. Maintenant, la précaution à prendre surtout, c'est de se rendre dans les écoles des enfants pour être sûr qu'il y a des dispositifs de lavage de mains, et que le gel hydroalcoolique ou l'eau de javel et le savon liquide est bel et bien là, qu'il y a quelqu'un qui est là, lorsque ce n'est pas un dispositif à pédale, il y a quelqu'un qui est là quand même pour ouvrir le robinet. Et tout. C'est des choses auxquelles il faut faire attention. D'accord. Alors, en dehors de... prévoir le masque. Oui. Les masques que les enfants doivent porter, ça ne doit pas être le même masque au cours de la semaine. Bien sûr, bien sûr. En dehors des dispositions, pour, je vais dire, qui constituent à briser, je vais dire, cette situation sanitaire du Covid-19, les gestes barrières, bien entendu, est-ce que l'apprenant lui-même a des traits caractéristiques pour diagnostiquer directement s'il a l'engouement à reprendre les classes ou pas? Est-ce que l'enfant qui ne veut pas se réadapter, je vais dire, au système scolaire a des traits caractéristiques? Vous êtes psychologue. Oui, l'apprenant, évidemment, il revient aux parents d'observer. Par exemple, les enfants certains sont expressifs, d'autres ne le sont pas. Mais il y a des traits qui parlent. Donc, il y a des mimiques, des gestes. Lorsque l'enfant n'est pas très heureux, par exemple, de commencer déjà à quelques jours, il faut commencer à leur rappeler, tu commences l'école dans quelques jours. Hein, ils savent, oui, qu'ils connaissent, parce ils connaissent la date et tout. Donc, quand on commence à leur dire ça, leur réaction doit nous interpeller. Quand je dis à un enfant, tu commences l'école dans quelques jours, et je vois que la mine n'est pas très bonne. Donc la mine que l'enfant fait en ce moment, c'est mimique, me signale déjà quelque chose, me donne une information. Donc, son silence, s'il ne s'exprime pas, s'il dit oui, à l'école va reprendre, mais avec le Covid, s'il commence à s'exprimer et tout, je comprends mieux. Mais si l'enfant ne s'exprime pas, je dois l'amener à s'exprimer. Maintenant, c'est clair qu'en tant que parent, quand j'engage le dialogue avec l'enfant, il y a forcément des réactions, il y a des gestes, même le fait qu'il ne parle pas, le silence déjà, il faut l'interpréter. C'est mimique, il faut l'interpréter. Maintenant, pouvoir lui parler, le rassurer, et lui dire non, tu dois reprendre l'école, parce que même malgré le contexte du Covid, il faut trouver les moyens de le rassurer d'abord, de comprendre. Si par exemple il n'a pas envie de reprendre, pourquoi il n'a pas envie de comprendre? Et c'est en fonction de ça que vous le rassurez qu'il doit reprendre. Mais la pédagogie recommande que l'enfant ait également un suivi dès qu'il se rend à l'école. Oui, je vais revenir, on parlait d'abord des réactions. Et ensuite, évidemment, comme on le faisait avant la période du Covid, et ça, il faut le renforcer en cette période, il faut un emploi du temps préétabli déjà avant la rentrée. Parce que normalement, quand vous allez dans les écoles des enfants, vous avez l'emploi du temps. Donc, à la maison, en fonction de cet emploi du temps, vous établissez un emploi du temps. Vous précisez les heures d'études, comment l'enfant doit passer sa journée. Et cet emploi du temps doit être affiché dans un lieu stratégique de la maison, ou dans leur salle d'études, s'ils ont une salle d'études, ou dans un lieu où ils ont assez facilement pour connaître leur emploi du temps. Et déjà, vous vous asseyez encore une fois et vous parlez avec eux, vous échangez avec eux par rapport à l'emploi du temps. Donc, par rapport à l'emploi du temps de l'école, il faut s'adapter et établir un emploi du temps à la maison, évidemment. Et maintenant, renforcer le suivi à l'école avec leurs enseignants, mais à la maison également. D'accord. Parce que qu'il ait l'engouement ou pas, dans les deux cas, il faut un suivi. D'accord. Tous les jours, leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est déjà des pratiques qu'on devait avoir. C'est pas la période, la pandémie qui doit amener ces habitudes-là. C'est des habitudes que les parents devaient avoir avant. C'est des pratiques qu'ils devaient développer. Le suivi de l'enfant, c'est important. Il ne faut pas seulement mettre l'enfant à l'école. Ça, c'est le premier pas. Mais ce qui est plus difficile, c'est le suivi. Et donc, il faut juste renforcer maintenant ces pratiques-là dans le contexte du Covid-19. Et il faut qu'on prenne l'habitude d'aller maintenant plus régulièrement dans leurs écoles pour jouer aux veilleurs. En ce qui concerne les dispositifs de lavage, mais surtout échanger aussi avec les enseignants pour également l'engouement dont vous parlez. Nous ne sommes pas dans les écoles. On échange avec les enfants une fois qu'on est de retour du travail et tout, mais des fois on est fatigué aussi. Mais justement, de temps en temps, aller dans l'école pour demander comment est-ce que l'enfant se comporte à l'école, par exemple. D'accord. Ce n'est pas seulement les lots scolaires. Il peut bien travailler et ne pas
bien se sentir psychologiquement et avoir un autre problème. D'accord, mais est-ce que vous pensez que l'État béninois a aussi un rôle à jouer? Est-ce que vous pensez que, puisque nous sommes dans une situation particulière, est-ce qu'il faut des dispositions particulières pour accompagner le système éducatif? Ce que je sais, avant dès que la pandémie a commencé, il a été donné des instructions. Et je pense que les écoles devaient avoir des dispositifs de lavage de mains. Ouais. Le port de casque a été rendu obligatoire. Maintenant, il faut renforcer les inspections dans les écoles. C'est ce que je pense qu'il y a lieu de faire. En dehors des dispositions des dispositions sanitaires, est-ce que sur le plan de l'éducation, même sur le plan psychologique, sur le plan pédagogique, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre également pour accompagner? Ce qui avait lieu de faire, et qu'il faut commencer à penser à ça, particulièrement dans cette période de Covid, c'est qu'il faut des psychologues et des conseillers d'orientation dans les écoles. Ça, on le disait déjà depuis. D'accord. Maintenant, dans un contexte sanitaire particulier, pour mieux suivre les enfants, il faut que le gouvernement commence à penser à mettre en place des cellules où il y a des psychologues et des conseillers d'orientation. Parce que les conseillers d'orientation, ça sert aussi à analyser la motivation des enfants. Les psychologues, quand il y a un problème, ils peuvent vite réagir pour que l'état psychologique de l'enfant ne se dégrade pas. D'accord. Donc ça, pour le suivi des enfants, c'est ce dont on a besoin. Et même sur le plan de suivi scolaire, ces deux spécialistes interviennent aussi bien le psychologue que le conseil d'orientation, l'évolution des enfants sur le plan scolaire, les notes, leurs performances. Ils sont formés pour pouvoir suivre ça, cette évolution-là avec les enseignants. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Béatrice Oumenoubo. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue et avec vous, nous avons essayé de voir un peu la question sur deux volets, non seulement le volet psychologie, mais également le volet pédagogie. C'est bien cela? Bien sûr. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous, très bonne journée. À bientôt, oui. Et nous revenons donc sur ce plateau avec nos invités. Vous avez écouté Madame Béatrice Oumenoubo, voilà. Vous avez vu les angles qu'elle a abordés et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à son intervention? Non, je crois que il a dit ce que... C'est une dame. Oui, elle a dit plutôt, voilà, excusez-moi, elle a dit ce que j'ai déjà dit par rapport au rôle des parents. Oui, donc c'est cela. Au rôle des enseignants, Madame Miga l'a brossé tout à l'heure. Donc, sans être avec nous, elle est restée avec nous. Vous avez écouté, elle a insisté sur la disponibilité des conseillers, ceux qui se chargent de l'orientation scolaire dans les écoles afin de pouvoir accompagner les enfants. Ça permet de détecter ceux-là parmi ces élèves qui ont encore de réticence à s'intégrer. Oui, c'est vrai, je l'ai écouté et c'est tout à fait normal. Ce serait salutaire si cette organisation existe dans les établissements pour accompagner nos apprenants parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin. L'enseignant qui est en classe pour faire cours, il n'a pas le temps pour pouvoir, toucher tous ces volets, d'où la nécessité d'avoir ce conseil d'orientation pour permettre à nos apprenants. Mais Madame Léonie Migan, je reste beaucoup plus avec vous parce que vous êtes dans le système. Tout à fait. Dites-moi, est-ce qu'il y a une manière plus facile d'intéresser l'élève à prendre goût à sa formation? Je pense que c'est lié à la matière. Chaque professeur doit savoir, j'enseigne telle matière. Par exemple, pour ce qui me concerne, souvent les mathématiques sont vues comme une matière rébarbative. Or, ce n'est pas le cas. Donc, nous, les professeurs de mathématiques, lorsque nous allons dans nos classes, et ça dépend aussi des séries, l'attitude que tu as dans une série scientifique CD, ce n'est pas la même attitude que tu auras dans une série littéraire. Ah oui, tout cela, ça se prépare. On prépare son cours, mais on prépare tout cela, on prépare la classe, on prépare comment il faut aborder les élèves pour qu'ils ne soient pas réfractaires à ta matière. Donc, moi, par exemple, lorsque je vais dans les séries littéraires, j'aime bien aller dans les terminales littéraires. Je les appelle même mes amis. Et lorsque j'y vais, je sais comment il faut les prendre. Tout d'abord, je leur dis que si des gens leur ont souillé leur tête, comme quoi les mathématiques sont difficiles, d'enlever cela de leur tête.
avec moi là, ils vont trouver que c'est facile, parce que c'est un jeu. Je dis ça, ils riche. Et on commence comme ça. Donc déjà, il y a une atmosphère qui doit prévaloir dans la classe. Il faut les mettre en confiance. Mais si tu viens te dire que, oh, bon, vous croyez, bon, ben, écoute, vous, les mathématiques, c'est pas pour tout le monde. Hein. Non, c'est pas bien, il faut être positif pour les accompagner. Donc, ça dépend de la matière, ça dépend de la classe, ça dépend du niveau. Les sixièmes, il y a une façon de les prendre aussi. Parce qu'ils viennent du primaire, c'est fait des bandes. Donc, il faut accepter par moment le fait qu'ils gesticulent leur agitation. Bon, sans pour autant les laisser, c'est pas tergiverser dans ce comportement. Monsieur Azon, vous êtes président de l'association de parents d'élèves, vous êtes aussi parent d'élèves. Vous avez côtoyé beaucoup de cas d'enfants qui sont plus ou moins réticents, qui ne s'adaptent pas facilement à leur formation. Comment est-ce que vous arrivez à les gérer? Vous avez parlé tout à l'heure de la rencontre avec les parents d'élèves, mais quel est le rôle que vous jouez au niveau du parent d'élève lui-même pour qu'il puisse vraiment suivre son enfant? Parce que c'est une continuité, l'éducation. C'est la maison et c'est l'école. Oui. Moi, je crois que le parent, très tôt, doit détecter les talents en cet enfant. Lorsque les talents sont détectés, il faut accompagner cet enfant dans les talents qu'il a. Moi, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas demander à tous les enfants d'être matheux. On ne peut pas demander à tous les enfants d'être vraiment très forts en français ou en philo et tout. Mais il faut détecter très tôt les talents et accompagner cet enfant-là jusqu'au bout. Ma question, je me fais plus comprendre, plus clair. C'est-à-dire, vous avez une association. Oui. Vous n'êtes pas avec les parents d'élèves dans leur maison. Vous êtes une association. Oui. Comment ça se passe, cette collaboration avec les parents? Parce que vous ne pouvez pas aller de maison en maison pour discuter avec chaque parent. Non, c'est à travers... Quelle est la collaboration? Quel est ce duo-là que vous nourrissez avec les parents d'élèves pour l'éducation des enfants? Bon, disons que c'est à travers les assemblées générales que nous dialoguons souvent, encore que lors des assemblées générales, ce n'est pas tous les parents qui arrivent. Bon, les quelques rares parents qui arrivent aux assemblées générales, nous dialoguons avec eux et disons, est-ce que c'est des conseils, j'allais dire, nous leur disons la conduite à tenir pour que l'enfant s'occupe ou bien... Et comment se fait le suivi? C'est comme l'a dit madame tout à l'heure, il ne faut pas seulement apprendre à l'enfant, il faut le suivre, la psychologue ou la psychopédagogue. Le suivi, c'est beaucoup plus sur l'administration. Nous, l'association des parents d'élèves ne peut pas, dans les classes ou bien dans chaque classe, voir quel talent l'enfant développe et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il continue avec ce talent. C'est beaucoup plus le rôle de l'administration. C'est quand il y a des problèmes portés à notre connaissance que nous cherchons à rencontrer le parent pour discuter avec lui, connaître ses problèmes. Et voilà. Madame Léonie Migan, je vous pose la même question. Quel est le lien ou bien quelle est la relation que vous nourrissez avec l'association des parents d'élèves? Parce qu'il faut discuter non seulement avec l'autorité ou les autorités de votre établissement, mais il faut discuter aussi avec les parents pour leur dire, OK, à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi est-ce qu'à l'école, il est comme ça? Quelle est cette, je vais dire, relation qui existe entre vous et les parents pour le bien-être de l'enfant? Merci beaucoup, madame. Relation entre parents d'élèves, je pense que c'est plus avec l'administration qu'avec nous les parents. Voilà. Mais je peux, si vous le permettez, vous parler d'une expérience que j'ai vécue pour dire que nous les parents aussi, nous sommes en relation, peut-être pas de façon formelle, mais lorsqu'il y a des cas criards, nous demandons à rencontrer les parents. Ça fait déjà quand même quelques années où j'ai eu à garder un enfant qui a toujours bien brillé en 5e. Elle brillait bien, de moyenne pas en dessous de 14 ans, quel que soit le trimestre, c'était dans un privé. Mais arrivé en 4e, c'est vrai que la 4e, c'est une classe charnière. Mais pour une fille de cette trempe, ça m'a surpris quoi. Tout d'abord, elle est tout le temps dans les vapes en classe. Et je la ramène, je la suivais, chemin faisant, tu fais des évaluations.
Non, mais ce n'est plus ça, je l'ai méconnu. Et puis bon, je me suis portée vers l'administration pour dire que tel élève-là, je voudrais rencontrer son père, parce que c'est son père que je connais qui est venu l'inscrire depuis qu'elle est venue, pour pouvoir discuter. Et le père est arrivé. Et j'ai dit, bon voilà, j'ai constaté ceci, et puis son niveau, ça va décrescendo, ce n'est pas ça, ça m'inquiète. Il doit avoir un mobile. Et le père, vous savez ce qu'il m'a dit? C'est un grand intellectuel, hein? Il m'a dit, c'est moi. Le père m'a dit que c'est lui qui a la base. Et pourquoi? Bon, je n'ai pas voulu, mais je n'aime pas rentrer dans l'intimité des gens, mais c'est lui-même. Il s'est ouvert à moi en même temps et il a dit qu'il n'est plus avec sa maman. Et mieux, il a interdit à la maman d'aller voir sa fille dans son école. Et chaque fois à la maison, il chante à sa fille que « Je ne veux pas voir ta maman venir te voir ». Donc la fille a été traumatisée et ça a joué sur son rendement scolaire. Donc c'est pour dire que tout ce que nous observons au niveau des élèves n'est pas que forcément sur le plan scolaire. Ah oui. Il y a aussi beaucoup de la part des parents. Ah oui, heureusement que ce parent s'est ouvert à moi et puis il a dit que... Est-ce que vous avez pu corriger le problème? Ah oui, j'ai corrigé. On a pu corriger parce que je tenais à cette fille-là. Et désormais, enfin, depuis ce contact-là, j'appelais son père pour dire que, etc. Et puis, je suivais aussi la fille. Je la mettais en confiance. Je l'appelais pour lui dire que non, c'est pas grave, ça va se rétablir, etc. Mais elle a repris. Elle a repris tout doucement. Et puis, mais elle a eu son BPC avec le rôle d'orientation, du conseiller, je vais dire. Personne ne me l'a demandé en son temps, mais... c'est une responsabilité. D'où la nécessité des conseillers en orientation scolaire. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce plateau? Oui, bien sûr. Vous avez écouté l'intervention de Mme Migan? Migan, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est pas, les foyers mono, les familles monoparentales, il en existe de plus en plus maintenant. Quelles sont les raisons qui sont à la base? Il y a des raisons, raisons sociologiques. On ne va pas rentrer dedans. Ouais. Mais c'est pas mieux. C'est pas mieux. Il vaut mieux que les deux qui sont géniteurs, génitrices restent ensemble jusqu'à vitam pour s'occuper du devenir de l'enfant. Oui, je reste avec vous pour le dernier tour. Hein. Nous sommes pratiquement à la fin de ce débat. Nous avons parlé de la rentrée des classes, comment redonner goût à ces élèves-là. Et si vous devez donner un conseil à tous ces élèves qui nous regardent, à ces parents d'élèves, à ces enseignants, quels seraient vos mots? Oui, aux parents d'élèves, je leur dirais, seul le dialogue et la communication éduquent l'enfant. Il faut toujours communiquer avec les enfants et essayer de connaître son enfant. C'est très important. Aux élèves, je leur dirais qu'ils ont tourné dos aux vacances et maintenant, les choses sérieuses ont commencé et cela jusqu'aux vacances prochaines. Voilà. Donc, il faut qu'ils mettent le temps à profit et qu'ils se prennent au grand sérieux pour passer en classe supérieure ou réussir leurs examens. D'accord. Madame Léonie Migan, je vais faire le même exercice du moins avec vous. Oui, merci, madame. Je dirais aux parents que c'est bon d'inscrire son enfant. Mais le suivi, on l'a dit, nous l'avons dit, la psychopédagogue aussi l'a dit, le suivi est très important parce que force est de constater que de nos jours, les parents, ils ont tellement d'activités que mais lorsque tu les appelles, ils n'ont pas le temps. Ou bien c'est le père qui est le banquier et c'est la maman qui est à la maison ou je ne sais pas quoi. Et le père dit, bon écoute, moi je n'ai pas le temps, il dit à sa maman. Bon, des fois aussi à la maman, vous dit que moi aussi je n'ai pas le temps, papa n'a pas le temps, maman n'a pas le temps pour répondre à l'école en ce qui concerne, c'est pas l'éducation de leurs enfants, mais je pense que il faut faire les deux, il faut investir, mais il faut aussi s'enquérir des nouvelles. Il faut suivre à la maison, quelle que soit sa fatigue. Lorsqu'on arrive à la maison, il faut dire, c'est dissuasif, même si tu ne prends pas le cahier de l'enfant pour dire que vous avez fait quoi et regardez, mais le fait de dire que est-ce que tu as appris ta leçon, qu'est-ce qui s'est passé, etc., l'enfant saura que il y a un suivi derrière et puis ça ira. En ce qui est pour les élèves, comme l'a dit M. Azon, je pense qu'il faut le leur dire, c'est terminé, les vacances sont terminées, de renouer avec les cahiers. Et maintenant, pour faire une liaison entre les élèves et les professeurs, aux professeurs eux-mêmes, de dire que c'est fini. Et maintenant, moi, pour dire aux élèves que c'est fini, je commence à interroger. C'est ça. Si tu dis qu'il y a interrogation, tu le fais.
Et là, il dit, ah, elle a dit, hein, elle a fait. Ah, donc ça a effectivement commencé. Et oui, donc c'est des mesures à prendre pour... Franchement, c'est des mesures à prendre. Eh bien, la belle époque est terminée, l'époque des vacances est terminée. C'est la rentrée des classes, que vous soyez apprenant, parent d'élèves ou enseignant. Il faut vous mettre dans la tête que c'est le moment plus que jamais d'encadrer ces enfants-là. Mais vous aussi, élèves, il faut que vous preniez au sérieux parce que l'année scolaire se prépare dès maintenant. Si vous voulez réussir, c'est maintenant qu'il faut mettre les bâtons, je vais dire les bouchées doubles. Et c'est sûr qu'à la fin de l'année, vous allez vous retrouver en classe supérieure. Sans ça, c'est sûr que vous allez échouer. Et donc, à vous de choisir. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Madame Migan Léonie, je rappelle que vous êtes enseignante. Ouais. Et monsieur Epiphane Azon, vous êtes président d'association de parents d'élèves. Merci d'être venu sur ce plateau. Tout le plaisir. À très bientôt. Merci.